42% des jobs d'écriture freelance ont disparu en 12 mois. Les développeurs, moins 20%. Et ce n'est que le début. Selon le World Economic Forum, 39% des compétences actuelles seront obsolètes dans 36 mois. Pas menacées, pas en transition, obsolètes. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 3 choses. 1. Le test exact pour savoir en 10 secondes si ton métier est sur la liste des condamnés. 2. Les 2 modes de collaboration avec l'IA qui séparent ceux qui prospèrent de ceux qui se font écraser. 3. Le repositionnement structuré qui te rend irremplaçable, même si l'IA devient 1000 fois plus intelligente qu'aujourd'hui. Et je ne parle pas d'apprendre à prompter ou de devenir expert en IA. Je parle de position, des endroits où l'IA ne peut pas et ne pourra probablement jamais aller. Avant qu'on commence, laisse-moi te dire pourquoi je peux parler de tout ça. En 2016, je suis sorti d'école. Études de traduction et d'interprétation. 50 facs pour devenir traducteur. Et là, premier jour dans le milieu pro, je découvre quelque chose qui m'a glacé. Mes futurs collègues, des gens avec 15-20 ans d'expérience, avaient été réduits à un nouveau rôle. Ils ne traduisaient plus. Ils révisaient ce que la machine avait traduit. Des outils comme Trados faisaient le boulot. Eux, ils corrigeaient les virgules. Leur expertise de 20 ans, devenue une commodité, payée au lance-pierre. Et moi, le junior, j'ai compris que je n'aurais même pas la chance de commencer. Alors j'ai pivoté de manière brutale. Prof d'anglais pendant 2 ans, pour remplir le frigo. Et pendant ce temps, une seule obsession. Qu'est-ce qui ne peut pas être automatisé? Pas comment utiliser ce nouvel outil, mais où me positionner pour être indispensable. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'ai un business qui me rapporte plus qu'un médecin spécialiste après 10 années d'études. Sans audience, sans réseau, sans vente de rêve. Plusieurs centaines de clients accompagnés en B2B. Revenu stable depuis plus de 6 ans, malgré les crises Facebook Ads, les vagues IA, la crise économique. Mon business survit parce qu'il est construit sur ce que je vais te montrer maintenant. Laisse-moi te raconter ce moment de 2016 plus en détail, parce que c'est important pour comprendre ce qui arrive. Je sors de 5 ans d'études, je suis prêt, motivé, j'ai appris 2 langues étrangères à un niveau professionnel, je maîtrise les subtilités culturelles, les registres de langue, les contextes, et je débarque dans le milieu de la traduction. Et là, je vois les seniors. Les traducteurs expérimentés, ceux qui étaient censés être mes modèles, ils passent leur journée à relire les traductions automatiques. La machine traduit, eux, ils valident. Leur travail au quotidien, cliquer sur approuver ou corriger une tournure de phrase. 20 ans d'expertise réduit à ça. Et le pire, ils se raccrochaient à une illusion. La machine fait des erreurs, on aura toujours besoin de nous pour valider. Sauf que non, parce que la prochaine étape, et on y est maintenant, c'est que la machine valide elle-même ses résultats. Elle génère, elle vérifie, elle corrige et elle livre. Le validateur humain, c'était un job transitoire. 2-3 ans max. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Ce n'est pas l'IA va peut-être remplacer certains jobs un jour. C'est si ton travail entre et sort en langage, tu es déjà sur la liste. Les traducteurs étaient les canaris dans la mine. Ensuite, les rédacteurs, les codeurs, les consultants avec leur PowerPoint. Cette réalisation m'a obsédé pendant 2 ans. Et pendant que je donnais des cours d'anglais pour payer le loyer, je cherchais. Pas comment utiliser l'IA, pas quels outils apprendre, mais où me positionner pour être indispensable. Et j'ai trouvé 3 remparts. 3 positions structurelles que l'IA ne peut pas franchir. Pas des compétences, des positions. Prends des notes, c'est capital. La première chose que je vais te donner, c'est un diagnostic. Un test que tu peux faire en 10 secondes pour savoir si ton métier est condamné. Je te préviens, c'est brutal, mais c'est nécessaire. Le test est le suivant. Est-ce que ton travail consiste à transformer du langage? C'est tout. Pas une question de créativité, pas une question de complexité, pas une question d'expérience. Une seule question. Tu transformes du texte en texte, du code en code, du langage en langage? Si oui, ta substitution totale est déjà programmée. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Je dis ça parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'IA traite le langage avec une précision de plus de 95% sur quasiment tous les tests standardisés. 95%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si ton job c'est « je prends des informations, je les mets en forme, je produis un document », l'IA fait pareil, en mieux, en plus vite, quasi gratuitement. Quels métiers sont dans cette catégorie? Les rédacteurs web, les copywriters basiques, les traducteurs, ça c'est déjà fait. Certains codeurs, les consultants qui fournissent des slides et des mémos, le support client textuel. Tous ces métiers ont le même problème. Language in, language out. Et là, je sais ce que tu te dis. Oui, mais moi je serai là pour valider, pour vérifier, pour mettre la touche humaine. C'est exactement ce que disaient mes collègues traducteurs en 2016. C'est ce qu'on appelle le biais de normalité. Tu projettes le présent dans le futur. Tu crois que demain ressemblera à aujourd'hui. Mais le futur est bientôt là. L'IA valide et intègre ses propres résultats. Elle génère, elle vérifie, elle corrige, elle optimise, toute seule. Le validateur humain, c'est un job transitoire. 2 à 3 ans, maximum. Alors si tu es dans cette catégorie et sois honnête avec toi-même, voilà comment pivoter. Première étape, identifier. Est-ce que ta valeur c'est la production de texte ou de code, ou est-ce que c'est la décision? Si c'est la production, problème. Deuxième étape, transitionner. Vers la supervision, vers la spécification, vers le management des agents IA. Tu deviens celui qui dit quoi faire, pas celui qui le fait. Troisième étape, ajouter une dimension que l'IA ne peut pas toucher.
une dimension de responsabilité ou de contact physique. On va y revenir. Pour résumer, si tu peux décrire ton job comme « je transforme du texte en texte », tous les voyants sont dans le rouge. Le test prend 10 secondes. La réponse, elle, détermine les 10 prochaines années de ta vie. Maintenant, deuxième outil. Comment tu travailles avec l'IA sans te faire remplacer par l'IA? Ça vient d'une étude de la Harvard Business School avec le Boston Consulting Group. 758 consultants testés avec GPT-4 sur des tâches réelles. Et ils ont découvert quelque chose de fascinant. Les consultants qui réussissaient le mieux avec l'IA, ceux qui avaient les meilleurs résultats, la meilleure qualité, la meilleure productivité, ils suivaient tous l'un des deux schémas. Rien à voir avec la bonne utilisation des prompts. Ils avaient une stratégie de collaboration avec l'IA. Ces deux schémas, les chercheurs les ont appelés Centaure et Cyborg, comme les créatures mythologiques. Le Centaure, c'est mi-homme, mi-cheval. Deux parties distinctes, séparées. Le Cyborg, c'est l'homme et la machine, fusionnés, intégrés. Deux approches radicalement différentes. Toutes les deux efficaces, mais pas pour les mêmes personnes, pas pour les mêmes métiers. Laisse-moi t'expliquer. Le mode Centaure, c'est la division du travail. Tu sépares explicitement ce que l'IA fait et ce que toi tu fais. Tu traces une ligne claire. D'un côté, les tâches que tu délègues à l'IA, génération d'idées, premier jet, recherche, synthèse, variation. De l'autre côté, les tâches que tu gardes pour toi, les décisions, les arbitrages, les recommandations finales, tout ce qui implique du jugement, de la responsabilité. L'IA fait sa partie, toi, tu fais ta partie. Et les deux ne se mélangent pas. Exemple concret si tu es copywriter. L'IA génère 10 titres, 3 structures possibles, les arguments sous forme de liste. Toi, tu choisis l'angle, tu adaptes au contexte client, tu écris ou réécris le texte final. L'IA produit la matière première, toi, tu sculptes le résultat. Exemple si tu es consultant. L'IA synthétise les entretiens, propose des outils, liste les options. Toi, tu décides du choix, tu rédiges la recommandation finale, tu prépares l'argumentaire pour l'équipe. Le Centaure, c'est idéal si ton métier implique beaucoup de décisions et de responsabilités sur le résultat final. Consulting, stratégie, branding, direction de projet, tout ce qui a une valeur décisionnelle. Maintenant, le mode Cyborg. C'est l'intégration pure. Là, tu ne sépares pas, tu fusionnes. L'IA est avec toi à chaque étape. Tu dialogues en permanence. Tu envoies des bouts de texte, elle répond, tu ajustes, elle propose, tu challenges, elle corrige. C'est un ping-pong constant. Tu ne délègues pas une partie du travail. Vous faites tout le travail ensemble. Exemple si tu es créateur de contenu ou marketeur. Tu envoies un brouillon à l'IA, elle propose des améliorations. Tu itères sur l'angle, le ton, la structure, en continu. Tu utilises l'IA pour tester plusieurs versions en parallèle. Tu compares, tu choisis. Exemple si tu es développeur. Propose du code, corrige cette erreur, explique ce que tu as changé. Maintenant, optimise. L'IA est ton binôme, pas ton sous-traitant. Le Cyborg, c'est idéal si ton métier implique beaucoup de production créative ou technique où l'itération massive crée de la valeur. Par exemple, création de contenu, développement, design ou encore marketing. Et voilà le point crucial. Les gens qui se font écraser par l'IA, ce sont ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre. Ils utilisent l'IA de manière opportuniste. Un prompt par-ci, un copier-coller par-là. Pas de stratégie, pas de système. Ils sont vulnérables parce qu'ils n'ont pas choisi leur mode de collaboration. Alors toi, dès maintenant, décide. Est-ce que tu es Centaure, avec une division claire, l'IA pour le socle, et toi pour la décision? Ou est-ce que tu es Cyborg, intégration totale, avec l'IA comme binôme permanent? Les deux marchent, mais il faut en choisir un et le systématiser. Sinon tu restes dans le ventre mourant. Ceux qui utilisent un peu l'IA, et qui se font peu à peu remplacer par ceux qui l'utilisent stratégiquement. Troisième rempart, et celui-là c'est le plus puissant. Parce que ce n'est pas une compétence, c'est une position. Une position structurelle que l'IA ne peut pas occuper. Jamais. Peu importe à quel point elle devient intelligente. Ça s'appelle le bouc émissaire moral. L'idée est simple. La société exige un humain responsable. Quand quelque chose foire, on veut quelqu'un à blâmer, quelqu'un à poursuivre, quelqu'un à mettre en prison si nécessaire. Et on ne peut pas mettre un algorithme en prison. On ne peut pas poursuivre GPT-4 en justice. On ne peut pas demander directement des dommages et intérêts à Claude. Ce n'est pas un problème technique. C'est un problème structurel, institutionnel et légal. La loi ne prévoit pas que l'IA soit une entité souveraine responsable. Et ça ne va pas changer. Pas dans 3 ans, pas dans 10 ans, peut-être même jamais. Regarde les métiers qui sont réglementés. Les médecins, si le diagnostic est mauvais, c'est eux qui sont responsables. Pas l'IA qui a suggéré le diagnostic. Les avocats, si le conseil juridique est foireux, c'est leur responsabilité. Les électriciens certifiés, si l'installation prend feu, c'est leur signature qui est en jeu. Les notaires, les experts comptables qui signent les comptes, tous ces métiers ont un point commun, la signature statutaire, la responsabilité légale. Et toi, comment tu te crées ce rôle? Même sans titre officiel. La clé est la suivante. Assumer personnellement le risque du client. Premier exemple, la garantie Bensibenga. Gary Bensibenga, un des plus grands copywriters de l'histoire, utilisait cette méthode pour convaincre des clients sans même avoir d'avis client à montrer. Il disait « Je m'engage à battre vos résultats actuels, sinon
je ne suis pas payé et je vous rembourse vos frais publicitaires de ma poche. Tu imagines le niveau de confiance que ça a créé? Le client ne prend aucun risque. C'est toi qui portes tout. Deuxième exemple, le modèle à royalties. Au lieu de facturer un fixe, tu prends un pourcentage des ventes générées. Si tu te plantes, tu ne gagnes rien. Le client n'a aucun risque. Toi, tu as tout intérêt à performer. Troisième exemple, l'engagement par écrit sur les résultats. Pas sur le travail fourni, sur les résultats. Pas « je crée un site web », mais « je m'engage sur ton taux de conversion à X% minimum. Sinon, je retravaille gratuitement jusqu'à ce qu'on y soit. » Et là, l'erreur fatale que font la plupart des gens. Se positionner comme technicien, comme exécutant. Je fais du copywriting. Je développe des sites, je crée du contenu. Le technicien est remplaçable, l'IA fait pareil et moins cher. Le garant est indispensable, c'est lui qui porte le risque. Alors voilà la transformation de positionnement. Avant, je fais du copywriting. Après, je garantis X% d'amélioration de tes conversions où je ne suis pas payé. Avant, je développe ton site. Après, je m'engage sur ton taux de rétention et ta performance. Pénalité si je rate. Avant, je gère tes campagnes pub. Après, je prends un pourcentage des ventes. Si je ne génère pas de résultats, tu ne me dois rien. Pourquoi ça marche même face à l'IA? L'IA peut produire le travail, ça oui. Mais l'IA ne peut pas signer pour le résultat. L'IA ne peut pas être poursuivie. L'IA ne peut pas rembourser de sa poche. Toi, oui. Et ça, c'est un atout que personne ne peut te prendre. Maintenant, tu te demandes peut-être, ok, mais est-ce que ça marche vraiment? Dans ma situation, la réponse courte est oui. Ça marche dans toutes les thématiques. Et la logique est la même. Le repositionnement sur la responsabilité est quelque chose d'universel. Ça marche même si tu débutes. Tu n'as pas besoin de 10 ans d'expérience pour garantir des résultats. Tu as besoin d'assumer le risque. Et tu sais quoi? La plupart des gens refusent de faire ça. Ils ont peur. Donc si toi tu acceptes de porter le risque, tu te différencies instantanément. Les chiffres sont là. Une étude de Crescera montre que 89% des freelances qui font 6 chiffres, c'est-à-dire plus de 100 000 par an, sont positionnés dans une niche claire, avec une responsabilité assumée. Les spécialistes gagnent 300 à 500% de plus que les généralistes. Leurs prix sont 2,5 à 4 fois supérieurs. Et le paradoxe actuel, c'est ta fenêtre d'opportunité. Le conseil et le coaching explosent en ce moment, malgré le film de Pierre Ninet. Plus de 31% de demandes pour le travail à haute responsabilité sur Upwork. Pendant que l'exécution s'effondre, moins de 32% pour la rédaction basique. Les clients ont plus que jamais besoin de quelqu'un qui assume sa responsabilité. L'offre de techniciens explose parce que l'IA permet à tout le monde de produire. L'offre de garant reste rare parce que personne ne veut porter le risque. Et c'est là que tu dois te positionner. Maintenant, il y a un quatrième niveau, le niveau ultime. Et celui-là, il te sort complètement de la compétition. Contre l'IA, contre les autres freelances, contre les autres entreprises, contre tout le monde. Ça s'appelle devenir un sharing point, un point de ralliement. Le concept vient de la théorie des jeux. Un sharing point, c'est un point de coordination spontanée. Un endroit où les gens s'accordent, sans se parler. Exemple classique. Si je te dis, retrouve-moi à Paris demain, sans qu'on se donne rendez-vous, tu vas probablement aller à la Tour Eiffel ou sous l'Arc de Triomphe. C'est un sharing point, un endroit évident où les gens convergent naturellement. Et à l'ère de l'exécution automatisée, l'attention humaine devient le mécanisme de coordination suprême. Tout le monde peut produire maintenant. L'IA génère du contenu, du code, des designs. L'attention reste rare, concurrentielle, non fabricable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi? Ça veut dire que tu n'es plus celui qui fait le travail. Tu es celui autour de qui les ressources se rassemblent. L'argent, le talent, l'attention, les opportunités, elles convergent vers toi, naturellement. L'IA peut produire, elle ne peut pas être un point de ralliement. Alors comment tu deviens un sharing point? Il y a 4 piliers. Premier pilier, une vision claire. Un objectif ambitieux et polarisant. Pas « j'aide les gens à réussir », c'est vague et ça s'oublie vite. Plutôt « je construis X ou je détruis Y ». Quelque chose de concret, de mémorable, de différent. Par exemple, je connais un marketeur dont la vision c'est « tuer le bullshit entrepreneurial ». Un autre dont c'est « prouver qu'on peut vivre de sa passion sans sacrifier sa vie ». C'est clivant, c'est mémorable, c'est eux. Deuxième pilier, des valeurs assumées. Des convictions qui te divisent. Si tout le monde est d'accord avec toi, tu n'as pas de valeur. Tu as des platitudes. Les gens qui te détestent, c'est la preuve que tu existes. L'indifférence, c'est la mort. Mieux vaut 1000 fans et 1000 détracteurs que 10 000 personnes qui s'en fichent. Troisième pilier, un historique visible. Pas je sais faire, mais j'ai fait. Des preuves, des résultats, des cas documentés. Ta réputation, c'est ta capacité à démontrer que tu as fait des choses. Pas tes diplômes, pas tes promesses, tes preuves. Quatrième pilier, l'agrégation d'attention. Les réseaux sociaux, ta newsletter, ta communauté, ce n'est pas pour diffuser du contenu, c'est pour canaliser des ressources autour de ta personne, pour créer un point de convergence. Chaque contenu que tu publies, chaque email que tu envoies, chaque vidéo que tu postes, c'est une brique de plus dans ton point de ralliement. Et l'erreur fatale, vouloir plaire à tout le monde, ça dilue ta marque. Pas de régularité dans la démonstration, on t'oublie. Rester prestataire au lieu de devenir une référence. Alors que le résultat, quand tu deviens un sharing point, tu n'es plus en compétition avec l'IA. L'IA ne peut pas être toi. Tu n'es plus en compétition avec les autres freelances. Ils font autre chose. Tu es dans une catégorie à part. Toi,
C'est ce qu'on appelle le business of being you. Ta personnalité devient ton produit, incomparable, donc sans concurrent. Mais il y a une question que tu te poses sûrement. Concrètement, par où je commence ? Dans quel ordre ? Avec quelle feuille de route ? Je suis en train de créer un guide complet pour ça. Ça s'appelle AI Survival. Un guide pour devenir irremplaçable quand l'IA automatise tout. Le lien est dans la description. C'est gratuit, tu rentres ton email, tu reçois le guide dès qu'il est prêt. En 2016, j'étais censé devenir traducteur. J'ai vu mes futurs collègues se faire réduire à des validateurs de machines. J'ai pivoté, pas parce que j'étais visionnaire, parce que je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je gagne plus qu'un chirurgien, sans avoir passé une décennie sur les bancs de la fac. Parce que je me suis positionné sur ce que l'IA ne peut pas toucher. Alors si un ancien étudiant en traduction, sans réseau, sans audience, sans capital, a pu construire un business stable en se repositionnant sur ce qui est irremplaçable, alors toi aussi tu peux le faire. Le problème n'est pas l'IA, le problème c'est de rester là où elle va passer. Bouge maintenant, pas dans 3 ans. À très bientôt.